Bonsoir à tous et bienvenue sur la philosophie de combat. Cette fois-ci, 19e vidéo sur la dialectique et on va parler de la dialectique purement comme une méthode. La dialectique, comme on l'a vu, c'est l'art du discours et du dialogue. Et je vais me poser deux questions. Qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche à dialoguer avec quelqu'un? Alors déjà, une réponse au niveau de la forme du dialogue. On cherche un espace de communication, d'échange. Peut-être on va pouvoir se convaincre, peut-être on va pouvoir ne serait-ce que discuter, au moins on peut parler. Au moins on a un espace d'échange verbal, ce qui évite d'avoir un espace d'échange physique où ça peut être la violence qui va régler les problèmes. Là, on cherche un espace dans lequel on peut résoudre les problèmes d'une manière non violente par le discours. Et souvent, d'ailleurs, au lieu de se taper dessus, on ferait mieux de chercher à résoudre les problèmes par le discours, par le dialogue. Mais encore faut-il une forme dans ce dialogue qui soit convenable et qui permette justement aux deux personnes qui vont dialoguer ou aux deux idées qu'on va faire dialoguer entre elles. Il faut une certaine honnêteté, on va dire, ou un cadre qui permette la discussion, la négociation, etc. Donc dans la forme de ce dialogue, euh, on cherche la règle d'un bon discours avant tout. Qu'est-ce que serait une bonne façon de discuter? Pensez par exemple au débat présidentiel de la présidentielle française. Les deux candidats juste avant qu'il y ait l'élection, ils ont un débat au deuxième tour, ils ont un débat présidentiel. Et ce débat présidentiel, avec des chronomètres et tout, c'est vraiment mesuré scientifiquement, mesuré de façon à ce que tout le monde, les deux candidats en tout cas, puissent débattre et c'est un espace dans lequel justement ils vont pouvoir débattre, ils vont pas se taper dessus, ils vont pas s'engueuler, ils vont pouvoir discuter des problèmes qui bouleversent la France et de comment ils vont les résoudre ou qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 5 ans, pendant ce temps quand on vote pour eux, on leur donne le pouvoir et on aimerait bien savoir ce qu'ils vont faire avec ce pouvoir. Et justement, on cherche un espace dans lequel cette vérité ou cette comment dirais-je, ce dialogue va pouvoir avoir lieu. Et on peut critiquer d'ailleurs l'espace en disant voilà, par exemple au premier tour, au niveau des candidats, la parole, l'espace de dialogue n'est pas tout à fait absolument arithmétiquement juste. Ou alors on peut dire il est arithmétiquement juste, mais l'intensité qui est donnée pour chaque candidat n'est pas forcément la même. Ça, c'est des critiques qu'on peut faire par rapport à justement ce dialogue ou ce débat de la présidentielle ou justement aux élections où on trouve que finalement tout le monde n'a pas la même la, la- tout le monde n'est pas traité de la même façon ou n'a pas la même justice où il y a un deux poids deux mesures face à comment est organisé ce dialogue justement. Et toujours d'ailleurs Étienne Chouard qui peut nous renseigner ou nous donner des idées sur comment fonctionne justement cet espace de dialogue et comment justement on pourrait l'améliorer parce qu'il est effectivement perfectible et je ne pense pas personnellement que la démocratie soit pure et parfaite par rapport à ne serait-ce que la forme du dialogue et du dialogue qu'il y a dans la France entière lors des élections. On met beaucoup en avant deux partis, c'est vrai. Il y a des raisons pour ça. C'est pas, on fait pas complètement ça de façon aléatoire. D'ailleurs, quand on donne le pouvoir à la droite ou à la gauche, on fait pas complètement n'importe quoi, mais il faut introduire dans le débat autre chose que deux partis, parce que finalement, euh, comme je sais plus quel président américain disait, si vous faites discuter les chats entre eux, les souris, personne n'est le porte-parole des souris. Donc finalement, on se retrouve effectivement, il y a un dialogue, il y a un échange, mais entre des gens qui n'ont pas forcément le souci du peuple. Tout ça, c'est des questions qu'on se pose quand on se pose des questions dialectiques. Au niveau purement du discours, quel est le bon espace, quel est le meilleur espace pour dialoguer. Et d'ailleurs, Internet est la chance peut-être d'une génération d'avoir un espace complètement neutre pour le coup où on peut justement dialoguer. Euh, on cherche, au-delà toujours dans la forme, on cherche une bonne méthode de pensée. Alors on n'est plus vraiment dans le discours comme on peut l'avoir au discours de débat présidentiel, mais on est dans l'idée de thèse, antithèse, synthèse chez Hegel, et on essaye de trouver une bonne méthode pour que les idées ou les phénomènes s'entrechoquent entre eux
et que en s'entrechoquant on trouve des choses nouvelles. Comme j'ai déjà dit 36 millions de fois, on a le bleu et le rouge, on essaye de trouver le violet, et c'est vrai que si on ne laisse pas les gens qui défendent le rouge débattre avec les gens qui défendent le bleu, eh bien on ne trouve jamais le violet. Vous pouvez même rajouter autant de couleurs que vous voulez. L'important c'est qu'il y ait justement un débat, un dialogue, parce que personne n'ayant absolument la vérité, c'est en échangeant tous ensemble qu'on peut trouver des choses qui nous manquent, ou trouver des idées qui nous manquent, et enfin réussir à combiner les bonnes idées. Méthode de pensée, donc thèse, antithèse, synthèse, je vais pas vous gâcher l'histoire de la métaphysique, mais en gros, on a essayé de chercher une méthode pour améliorer la qualité de nos raisonnements spéculatifs, c'est-à-dire j'ai une vérité, moi je pense quelque chose, et quelqu'un d'autre pense quelque chose, etc. On a tous par exemple une définition de ce qui est beau, de ce qui est vrai, de ce qu'est l'amour, de ce qu'est, etc. Et on essaye justement de trouver non pas quelqu'un qui dirait moi j'ai la bonne vérité et je vous l'impose à vous tous, mais une méthode pour pouvoir échanger, c'est-à-dire chacun a sa petite vérité, et est-ce qu'on peut pas en trouver une plus vraie, plus juste et plus exacte et plus intéressante, tous en échangeant. Et justement, euh, il faut toujours considérer son point de vue, à moins que vous soyez Dieu et que vous sachiez absolument tout, eh bien il faut considérer son point de vue comme limité, et celui-ci étant limité, il va falloir, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, il va falloir échanger avec les autres pour trouver justement une vérité supérieure. Ceux que ça intéresse, ils peuvent lire Spinoza, un Dieu a un entendement infini, mais les hommes n'ont pas un entendement infini, puisque les hommes font partie de l'entendement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu sait tout, et les hommes savent un petit peu. Et justement, ce que peuvent faire les hommes pour savoir plus, c'est échanger entre eux. Euh, Thèse, antithèse, synthèse, toujours l'idée, c'est une méthode qui permet de se rapprocher de la vérité. Justement, c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que moi tout seul dans mon coin, je sais un certain nombre de choses, mais je ne sais pas tout. Et j'ai pas forcément le temps matériel de tout lire, de tout savoir, de tout comprendre. On n'est qu'un homme, on n'a que 24 heures, et puis voilà. Mais si je trouve la bonne méthode, je peux échanger avec quelqu'un d'autre qui lui aussi a 24 heures, mais c'est pas les miennes, vous voyez. Donc moi j'ai 24 heures et on va dire que je vais lire tout Kant par exemple. Lui en 24 heures, dans sa semaine ou dans une année, il va lire tout Hegel par exemple. Et ensuite on va échanger les différentes conceptions entre Kant et Hegel pour essayer justement de trouver quelque chose de supérieur, ou quelque chose de plus intéressant, de plus logique, qui dépasse la vision, même si c'est difficile de dépasser la vision de Kant, ou qui dépasserait la vision de Hegel, même si c'est difficile. Alors évidemment, le génie, pas le génie, mais disons celui qui a la bonne méthode, c'est celui qui arriverait à tout lire et à chaque fois dépasser ses propres conceptions, sa propre pensée, toujours pour aller vers plus de connaissances. Et pour avoir plus, il faut tout simplement se remettre en question un petit peu et se dire voilà, il y a une méthode qui s'appelle la dialectique. Comment ça marcherait si je devais l'utiliser pour moi? Eh bien très simplement, je me dis eh ben, peut-être que un point de vue contraire au mien existe, et donc je vais essayer de comprendre ce point de vue pour avoir un point de vue supplémentaire en plus sur le monde, sur la métaphysique, sur la logique, sur les mathématiques, sur tout ce que vous voulez. Et donc, il faut toujours essayer d'aller au-delà, et c'est bien si on arrive tout seul, mais à un moment donné, on est limité. On peut pas tout lire, on peut pas tout savoir, et puis voilà. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir des échanges pluridisciplinaires entre différentes disciplines. Par exemple, je sais pas moi, un physicien qui discuterait avec un biologiste et qui discuterait en même temps avec un musicien, ça peut être intéressant. Alors je dis ça peut-être parce que c'est souvent n'importe quoi, mais si l'espace du dialogue est bien fait et si les gens parlent la même langue et ont pas le même intérêt, mais ils veulent, si le même intérêt dans le sens ils cherchent la vérité, ils cherchent à connaître et à se dépasser eux-mêmes, eh bien c'est intéressant quand si vous étiez médecin par exemple de discuter avec un architecte, ça permet de comprendre plus de choses que forcément si vous êtes médecin, vous n'avez pas le temps de vous intéresser à l'architecture, mais vous pouvez utiliser l'expérience de l'autre et la synthèse de l'autre, c'est-à-dire la synthèse, c'est-à-dire la capacité à l'autre aussi de ramener des raisonnements, de les simplifier, de les expliquer à quelqu'un d'autre, et au fur et à mesure, vous pourriez comprendre comment on pourrait, je sais pas moi, construire des hôpitaux qui seraient plus fonctionnels, par exemple. Ne serait-ce parce que vous êtes médecin, vous avez une conception de la médecine, de ce qu'il faudrait faire pour bien soigner un patient. Un architecte, lui, il a la conception de comment construire un bâtiment fonctionnel. Eh bien, quand vous échangez, vous êtes médecin, échange avec un architecte, eh bien,
vous êtes capable de mieux comprendre ou peut-être de comprendre quelque chose que vous n'auriez pas vu sur la manière de construire un hôpital, qu'est-ce que serait un hôpital mieux construit, mieux bâti, mieux pensé. Et puis, comme vous n'avez pas forcément le temps de tout savoir, vous pouvez utiliser le savoir des autres. Et pour justement pouvoir utiliser le savoir des autres, il va falloir faire preuve de dialectique et se proposer soi-même sa connaissance comme une thèse et voir celle de l'autre comme une antithèse ou comme une antithèse ou comme une autre thèse d'ailleurs, et ainsi de suite. Vous pouvez faire des échanges et justement il y a bien sûr la bonne foi, c'est-à-dire il faut vraiment avoir envie de se dépasser soi-même et de pas rester avec ses certitudes ou ses connaissances et pas se dire que de mon nombril sort tout le génie du monde, mais pour avoir envie de discuter avec les autres pour essayer de trouver des connaissances ou des choses plus intelligentes. Et surtout, encore je le rappelle, vous avez matériellement pas le temps de tout savoir. Donc, il vaut mieux en profiter que les autres aussi sont là, ils travaillent aussi, ils fonctionnent pas tout à fait comme vous, mais vous êtes capable d'échanger avec eux, et c'est ça qui est intéressant. Et justement, la dialectique, c'est quoi? Ça dit tout simplement, eh bien, trouvons la meilleure méthode pour que justement cette réunion des cerveaux, on va dire, soit possible et soit fonctionnelle. Surtout fonctionnelle. Parce que quand ça marche pas forcément. C'est-à-dire que vous mettez je vais reprendre mon exemple, mais vous prenez un médecin avec un ego surdimensionné à côté d'un architecte avec un ego surdimensionné, à un moment donné, ça va pas marcher. Il faut qu'il y ait désir de dialogue, il faut qu'il y ait désir d'échange. Sinon, il y a que deux égos. En gros, on va se disputer pour savoir qui est le plus intelligent, et on va oublier le fin mot de l'histoire, qui était la dialectique, et donc justement la possibilité de comprendre ou de voir des choses qu'on ne voyait pas, et de comprendre plus et mieux, etc. Et encore une fois, comme on n'a pas le temps matériel de tout savoir, ben il faut profiter, il faut savoir utiliser le savoir des autres, sachant que ce n'est pas forcément facile, parce que il y a peu de gens en réalité qui sont vraiment ouverts dans le sens ils ont envie d'échanger. Et donc un médecin et un architecte avec chacun un ego dimensionné, surdimensionné, ça ne marche pas. Par contre, un médecin ouvert d'esprit avec un architecte ouvert d'esprit, ça peut donner des choses très intéressantes. Et ça a souvent donné d'ailleurs des choses très intéressantes dans l'histoire des sciences, etc. Donc il faut savoir justement se dépasser et aller vers l'autre. Et la dialectique réfléchit à comment on va faire, vous voyez, quelle serait la meilleure forme pour qu'on puisse y arriver. Parce qu'on peut y arriver, ça fonctionne. C'est juste que comme on n'a pas forcément la bonne forme, eh bien tout le reste s'effondre. On peut changer les choses profondes. Si deux chiants qui n'ont pas envie de s'écouter l'un l'autre échangent, ça va pas forcément donner quelque chose de mieux au final. Mais bon. Et puis finalement, la dialectique, c'est aussi un exercice spirituel très pratique. Si vous voulez, dans le marxisme, il y avait un exercice qui consistait à se remettre en question. Alors c'est pas tout à fait comme ça que ça s'appelait, c'était une autocritique. C'est-à-dire on devait, voilà, je rentre au Parti communiste et vous deviez faire une autocritique. C'est-à-dire que vous critiquez vous-même. Du style, je sais pas, moi je suis un bourgeois, j'ai des désirs farfelus, j'ai envie d'argent, j'ai pas envie de partager. Vous faisiez votre autocritique pour justement essayer de un peu laver vos péchés. Enfin bon, c'était pas tout à fait ça l'idée, mais il y avait l'idée de être capable de dire oui, je ne suis pas extraordinaire, je veux faire partie d'un parti, justement du Parti communiste, et ne pas être l'essence du parti, mais je veux être un des maillons de la chaîne. Et chacun devait se considérer comme un maillon de la chaîne, et personne ne devait être le chef ou celui qui décidait pour tout le monde. Et donc cette autocritique, ce qui n'est pas forcément facile à faire, mais c'est un exercice spirituel très intéressant si on enlève tout ce qui est le côté politique, qui est l'envie de se dépasser soi-même et la possibilité de se dire à un moment donné avec soi, j'ai pas forcément tort sur tout, j'ai pas forcément raison sur tout non plus. Donc, dans ma thèse, dans la façon dont je vois le monde, il y a du vrai et du faux. Je vais essayer de faire fracasser ce vrai et ce faux avec une autre personne ou un autre auteur ou etc. pour essayer justement d'aller au-delà de ma thèse et mon antithèse. Ça sert à rien de dire qu'on a tout faux, ça sert à rien de dire non plus qu'on a tout juste. Les deux sont vrais. On a un peu tout faux et on a un peu tout juste. Mais pour essayer de garder le vrai et d'enlever un peu de faux, et ben le seul moyen, le seul exercice spirituel que je peux vous conseiller, ça marche dans beaucoup de domaines de la vie, c'est la dialectique.
Alors, il faut faire attention quand on parle de la forme de la dialectique, hein. On se rapproche de la vérité, mais on l'atteint pas. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai fait mon autocritique que forcément je suis un homme meilleur. Ça marche pas comme ça. Il y a un processus d'apprentissage. Faut le faire plusieurs fois. Ça, voilà. Et puis, souvent, on peut avoir raison sur quelque chose. Point final. On peut avoir pas forcément raison absolument dans l'absolu, mais sur un certain nombre de choses, on peut avoir raison. On n'est pas forcément toujours obligé de faire une autocritique de soi. On peut souvent se dire, j'ai eu raison, on peut souvent se dire bah, j'ai bien agi, etc. Donc on s'approche de la vérité, on ne l'atteint pas, c'est-à-dire que on, on s'approche toujours, c'est-à-dire que celui qui pense, comme Platon, que forcément avec un exercice dialectique on va s'approcher de la vérité, c'est faux. Pardon, on va atteindre la vérité, c'est faux, on s'approche petit à petit. Comme je l'ai dit, le seul être qu'on a pu imaginer enfin bon, on va dire avant Hegel, mais le seul être qu'on a pu imaginer ayant la connaissance de tout, c'était Dieu. Alors à moins d'être Dieu, je pense que comme vous êtes comme tout le monde, même si vous faites un peu de dialectique, ou même si vous réfléchissez par rapport à ce que vous pensez et essayez d'étendre vos compétences intellectuelles ou vos connaissances, etc., eh bien, vous allez atteindre un peu plus de vérité, un peu moins de bêtises, un peu moins d'illusions, un peu plus de réalité, etc. Mais vous n'atteindrez jamais la réalité absolue ou la vérité absolue. Ça n'a pas de sens. C'est des images qu'on a, si vous voulez. La vérité n'existe, même dans l'histoire des sciences d'ailleurs, ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on essaye d'atteindre. On a des illusions, on raisonne un peu bêtement, souvent je sais pas, on agit avant de réfléchir, on fait des erreurs, etc. Et en fait, il faut bien se dire que avec le dialectique, ça va nous empêcher de faire trop d'erreurs, mais il n'y a pas que ça. Et puis on n'atteint pas complètement la vérité, mais on dit moins de bêtises et on fait moins d'erreurs. Donc un peu de dialectique, c'est bien, mais ça nous emmène pas au savoir absolu où on sait tout et puis on est capable de dire à chaque fois qu'on dit quelque chose, on dit la vérité. Vous voyez, je pense que d'ailleurs ouais, bon, il y en a peut-être, mais ouais, peut-être Kant, mais et encore. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment un philosophe qui ait jamais cru avoir la vérité absolue. Euh, enfin bon, c'est pas très sérieux de dire qu'on a la vérité absolue. C'est le mieux, c'est au moins d'avoir une bonne méthode pour s'en rapprocher. Mais de dire qu'on a la vérité absolue sur tout et que demain je vais faire une vidéo, je vais expliquer quel est le sens de la vie et ça sera vrai toujours tout le temps et pour tout le monde, c'est tout simplement pas possible. Mais on peut donner plusieurs versions que quel est le sens de la vie. On peut atteindre, on peut se rapprocher d'eux. On peut vivre moins dans l'illusion, on peut moins se mentir à soi-même, on peut justement. Et c'est ce que Hegel appellera la capacité de négation de l'esprit, justement. On est capable de... Alors moi, en ce moment où quand je vous parle, je pense un certain nombre de choses, et peut-être que dans 10 ans, un certain nombre de choses que je pensais comme évidentes s'avéreront faux. Peut-être. J'espère pas trop, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, si vous voulez, si je veux dire moins de bêtises et dire des choses plus justes, eh ben, il va falloir que je fasse un petit exercice dialectique à chaque fois, me dire est-ce que ce que je pense ou la thèse que je vais poser ou est vraiment la bonne ou est-ce que je peux faire mieux et c'est ça. Et c'est souvent un exercice d'humilité aussi la dialectique de dire je peux faire mieux. Je peux penser plus juste, je peux moins me mentir à moi-même. Vous voyez, c'est pas je vais découvrir la vérité absolue. C'est on avance doucement et humblement dans le chemin où on le fait le moins d'erreurs possible. Et je vous souhaite justement de faire moins d'erreurs, que ça soit dans votre vie ou ce genre de choses. Aussi, aussi, il faut pas se leurrer. Même si on a une bonne forme du dialogue et du discours, on peut dire n'importe quoi. C'est-à-dire que deux abrutis qui discutent ensemble ne trouvent pas plus de vérité. Euh, D'ailleurs que ces abrutis-là ont fait des études ou non, hein, ça n'a rien à voir, mais on peut dire n'importe quoi avec la bonne forme. On a une bonne forme de dialogue, quelqu'un qui a envie de discuter avec quelqu'un, et quand les deux disent n'importe quoi, on a l'illusion de la dialectique, on a l'illusion du dialogue et de l'échange, mais quand les deux personnes se mettent à dire n'importe quoi, en fait, on s'éloigne justement de la vérité quelque part. Donc de penser que la dialectique c'est absolument atteindre la vérité, c'est pas absolument vrai. C'est-à-dire que ça dépend des arguments, ça dépend des expériences, ça dépend de ce que vous allez vivre. Et est-ce que ce que vous allez vivre va vous apporter quelque chose qui n'était pas là avant, ou est-ce que ce que vous allez vivre, les expériences que vous allez faire, ou les livres que vous allez lire,
est-ce que ça dit des bêtises ou est-ce que ça vous renseigne plus, ou ça vous donne plus de vérité dans votre vie. Donc vous voyez, avec même une bonne forme adéquate, des gens qui ont envie de discuter, etc., on peut quand même finir par dire n'importe quoi. Donc la dialectique n'est pas une science absolue, c'est une méthode parmi d'autres méthodes d'ailleurs. Et puis justement, j'arrive à mon troisième point, hein, c'est que il existe d'autres méthodes de raisonnement, il n'y a pas que la dialectique justement. Alors maintenant, le dialogue, mais au niveau du fond du dialogue. Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on fait de la dialectique? Qu'est-ce que la dialectique nous amène à penser? Okay. On a le fond, on a deux personnes qui ont envie de discuter l'une avec l'autre, etc. On a la bonne forme, deux personnes qui ont vraiment de bonne foi, des honnêtes hommes, comme on dit d'ailleurs, qui ont envie de discuter l'un avec l'autre. Alors dans le fond, finalement, quand on a la bonne forme de la dialectique, on va employer tout un tas de méthodes pour convaincre l'autre, pour essayer d'imposer son point de vue. Alors d'imposer, quand on est de bonne foi, on essaye de l'imposer d'une façon assez noble, c'est-à-dire qu'on fait pas de coups bas, on donne les arguments les uns après les autres, et on laisse le temps à l'autre soit de réfléchir, soit de proposer des arguments contraires, et ainsi de suite. Mais au final, quand même, quand on fait la dialectique, il faut pas dire je vais dire n'importe quoi histoire que l'autre me contredise, comme dans les textes de Platon par exemple. On peut, on peut convaincre l'autre de bonne foi, et on cherche à lui donner sa thèse, parce qu'on peut avoir une thèse, ne cherche pas forcément une antithèse, c'est-à-dire que j'ai une thèse et elle est plus vraie que celle de l'autre, tout simplement, c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'un scientifique du XXIe siècle a plus raison qu'un scientifique du XIXe siècle, c'est comme ça. Il n'a pas plus raison parce qu'il est plus génial, mais parce que la science a avancé, on a fait un certain nombre de recherches, on a trouvé des méthodes pour expérimenter les sciences, etc. Et donc, on peut avoir une thèse, c'est possible qu'on ait une thèse qui soit meilleure que celle de l'autre. Et une thèse n'appelle pas forcément une antithèse. On peut vouloir convaincre l'autre dans le lieu du discours et finir par le convaincre. On aura imposé sa vérité parce qu'elle était plus juste que celle de l'autre. Mais bon, si vous voulez, il y a des gens, il y en a même beaucoup d'ailleurs, qui ont souvent plus raison que d'autres sur certains sujets. Un médecin, par exemple, serait plus, ça c'est sûr à 100%, un médecin serait plus qualifié que moi pour diagnostiquer votre maladie et vous proposer un certain nombre de soins pour vous soigner. Ça, je suis sûr qu'il est plus qualifié que moi. Et je vais pas lui proposer une antithèse pour contredire ce qu'il dit. Je peux proposer une antithèse sur deux trois choses, je peux poser des questions, voilà, mais je peux pas m'opposer à lui en disant non c'est pas juste parce que la médecine ça marche comme ça, etc. J'ai tout simplement des connaissances moindres sur un sujet. Donc si il m'explique comment ça fonctionne la médecine ou la médecine occidentale, etc. Je vais pas dire non c'est pas vrai ou je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je vais dire oui, je vais écouter et je vais apprendre. Donc toutes les thèses n'appellent pas forcément l'antithèse. Donc on peut chercher tout simplement dans le discours à convaincre une personne. Le pendant de ça aussi, c'est qu'on peut chercher tout simplement à dominer intellectuellement une personne. Par exemple, si vous êtes dans une conversation où les gens commencent à sortir du grec et du latin et vous en avez pas fait, mais vous avez quand même un point de vue intéressant, dans le dialogue, il y a quelque chose de plus sournois qui est aussi la volonté, le désir très profond de vouloir dominer l'autre intellectuellement, parce que tout simplement, ça fait 20 ans qu'on travaille sur un sujet et on a besoin de reconnaissance, par exemple. Et comme on a besoin de reconnaissance, quand on discute avec l'autre, on va tout simplement vouloir le dominer, lui montrer l'étendue de sa science, de son savoir et de son érudition. Donc, dans le fond même du dialogue, il y a aussi l'envie de convaincre et de dominer l'autre. Pour son bien, hein, ça peut être tout simplement, on veut convaincre l'autre que sa vérité est plus juste. Je sais pas moi, si tu veux maigrir, arrête de mange moins et fais du sport, c'est plus vrai que si tu veux maigrir, goinfre-toi et reste devant ton PC assis toute la journée, c'est juste simplement plus vrai. Il vaut mieux faire du sport, il vaut mieux manger moins. Donc on peut aussi convaincre l'autre, mais pour son bien, vous voyez, c'est pas forcément. Mais l'important c'est qu'on ait un dialogue, qu'on ait un désir d'échange et qu'on ait l'honnêteté de vouloir échanger. Ce qu'on cherche aussi, mais ça j'en ai déjà un peu parlé, c'est avec justement l'idée d'un médecin et l'idée d'un architecte, hein, c'est qu'on cherche à travailler ensemble, à avoir un esprit de collectif. C'est-à-dire que moi je sais que je sais pas tout, mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui me parle de, je sais pas moi, bon exemple, tiens, de Karl Marx par exemple. Alors je suis allé je voulais en savoir plus. Il y a le Capital de Marx, il y a ce qu'a fait, il y a le Wikipédia sur Marx qui est mauvais d'ailleurs, absolument mauvais. Et puis il y a des vidéos d'un professeur américain
j'ai plus Harvey, je sais plus quoi là, j'ai plus son nom en tête, qui fait le Capital de Marx. Alors son truc sur YouTube, c'est Reading Capital. Et donc il va expliquer, il y a 14 cours qui durent à peu près 1 heure et demie chacun, et sur ces 14 cours, il va vous expliquer Marx, il va lire le Capital de Marx avec vous, il va vous proposer des points clés, et de réfléchir sur ces points clés. Et moi, n'ayant pas forcément le temps de lire le Capital de Marx, surtout que ça fait plus de 1000 pages, et que j'ai un travail, et que j'ai une vie, etc. Bon, bah j'ai lu d'autres choses, hein, mais que j'ai envie d'en savoir plus, eh bien, je vais justement utiliser cette vidéo YouTube là, et Reading Capital, et je vais écouter ça. Donc, alors on fait, c'est pas un esprit collectif dans le sens où on dialogue, mais si vous voulez, quand il a posté ses vidéos sur YouTube, cette personne, il voulait que les gens l'écoutent, j'imagine, et surtout, il voulait que on puisse réfléchir par rapport à sa vision de Marx, du marxisme, et ce qu'il a écrit dans le Capital. Et donc, avoir un esprit collectif, c'est ça, c'est accepter de dire j'ai pas le temps forcément de tout savoir sur une personne, je vais aller voir les vidéos de machin que ça fait 40 ans qu'il donne un cours sur le Capital de Marx, et peut-être que, et j'espère aussi, que je vais apprendre beaucoup de choses sur Marx et que je vais dépasser ma connaissance actuelle pour aller vers une connaissance plus étendue de Marx. Et donc l'idée d'avoir un travail collectif, c'est que ce qui est génial, c'est qu'avec cette personne, plutôt que de passer parce que lire des livres de philosophie ça prend du temps, surtout quand on veut bien comprendre ce que la personne dit. Donc comme j'ai pas forcément le temps matériel de tout faire, bah justement je vais sur YouTube et je vais voir un certain nombre de vidéos comme bah, exactement ce que vous êtes en train de faire quand vous m'écoutez parler d'ailleurs. Et c'est ça, un esprit collectif. Et peut-être que bah ça serait pas mal que quelqu'un fasse ses propres vidéos en disant, je sais pas moi, pas la philosophie de combat c'est de la merde, mais en disant réponse aux philosophies de combat, et puis il fait ses propres vidéos, il reprend tous mes arguments, il les démonte, ou il les modifie, ou il rajoute des choses, etc. Et ça s'appelle un esprit collectif, et c'est comme ça que justement, en tout cas j'aimerais bien que les gens puissent travailler, parce que il y a des gens qui sont très calés en esthétique par exemple. Moi j'aimerais bien rencontrer ou voir des vidéos de quelqu'un sur internet qui puisse parler d'esthétique de façon simple, hein, comme l'homme du quotidien, et sur des vidéos il parle de son sujet, il le connaît bien, il en fait l'esthétique dans l'histoire, etc. Et puis on trouve ça, et ça s'appelle l'esprit collectif, c'est-à-dire que des esprits sont reliés à des milliers de kilomètres de distance, mais c'est pas grave, ils communiquent entre eux parce qu'on a envie de le faire, parce que c'est intelligent, parce que le travail est bien fait, et donc on peut justement gagner du temps avec en profitant de l'expérience d'autres personnes. Maintenant, ceci étant dit, j'ai quand même remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de bêtises sur Kant, sur beaucoup de monde, je pense qu'en Kant en particulier, mais il y a souvent des gens qui disent beaucoup de bêtises et qui ont leur propre interprétation d'un livre. Donc moi, ce que je vous conseillerais toujours de faire, c'est d'aller au livre, d'aller vous-même directement au livre. Je pense qu'on comprend rien à Marx finalement si on n'a pas lu le Capital. Après avoir fait tous les cours et toutes les recherches que j'ai pu faire, je pense qu'il faut aller directement au livre et puis à faire sa propre interprétation. Mais c'est pas grave, on peut quand même aussi aller voir l'interprétation des autres. D'ailleurs, ça serait intéressant, si quelqu'un veut bien, qui faire des vidéos aussi sur Kant, par exemple. Moi, ça m'intéresserait de savoir ce que d'autres personnes ont compris avec Kant, et notamment la critique de la raison pure, et comme ça, on peut échanger, et puis ça, c'est l'esprit collectif. Et ça permet de gagner du temps, c'est-à-dire lire un livre de philosophie, ça peut prendre des années. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le temps, c'est compliqué, il faut être dedans, etc. Et l'idée de l'esprit collectif, c'est que tous ensemble, même pourquoi pas éloigner les uns des autres, éloigner les uns des autres, on va pouvoir travailler chacun de notre côté et essayer d'augmenter notre niveau de connaissance jusqu'à ce que, c'est souvent ce qui arrive, il y a un philosophe ou un esprit pas supérieur, mais un esprit qui va un peu plus vite que les autres, émerge, c'est souvent comme ça que ça arrive, et ouais, je pense justement là pour le coup à Emmanuel Kant, et qui écrit un gros livre qui va essayer justement de faire la thèse, l'antithèse, et de dépasser tout ça. Et l'idée de la dialectique, c'est qu'on va proposer un espace dans lequel finalement on va pouvoir échanger de bonne foi, comme des honnêtes hommes, et travailler tous ensemble. Et, malheureusement, ce que je dis est un peu théorique parce que souvent les gens s'insultent, ils se détestent, ils se méprisent, ils s'envoient des arguments à la face, ils se critiquent. Je veux dire, c'est très dur d'avoir un espace dialectique en réalité. Mais au moins on a cette petite espoir que peut-être on va pouvoir dans un moment d'échange et de dialogue échanger un peu plus que nos égos et de dire moi j'ai raison, j'ai la vérité, mais un peu on va pouvoir échanger un peu de vérité, un peu de connaissance, et c'est très bien.
Ah oui, alors ça c'est très important aussi. Alors ça, j'avais écouté ça chez Michel Onfray. Il disait, en gros, hein, toutes les grandes pensées sont mortes de ne pas avoir été dialectiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le christianisme, le marxisme et beaucoup d'autres grandes pensées comme ça, grandes métaphysiques qui expliquent tout le monde entier, sont mortes de ne pas avoir été dialectiques. C'est-à-dire que certainement le marxisme ou le christianisme sont des visions du monde qui sont mortes, pas complètement évidemment, et puis on peut ressusciter le christianisme, c'est très facile à faire, mais bon, je vous expliquerai ça un autre jour. Mais en gros, ces grandes pensées sont mortes de ne pas avoir été dialectiques, c'est-à-dire sont mortes d'avoir refusé l'antithèse. C'est-à-dire, je pense que le christianisme a perdu, vers le XVIIe siècle, a commencé à perdre du terrain parce que et c'est pas montré dialectique, c'est-à-dire il a pas embrassé le mouvement de pensée qui était les Lumières et surtout qui était qu'aurait pu être Descartes par exemple, qui aurait pu être l'idée que la science puisse faire progresser l'humanité. Et au lieu de dire c'est la vérité dans la Bible, ils auraient pu très bien se dire, je pense que les chrétiens auraient pu se dire bon bah la vérité est dans la Bible, certes, mais il y a aussi d'autres vérités qui sont possibles et on va essayer justement, tout en dans le respect de la croyance et de ce qui a marqué dans la Bible, on va pouvoir avancer intellectuellement avec des nouveaux courants de pensée qui étaient la philosophie, qui était ceci, qui était cela, ou qui était le protestantisme, etc. Alors pour beaucoup de gens c'est pas possible, c'est clair que c'est pas possible puisque beaucoup de gens pensent que en gros, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais que des métaphysiques ou des visions du monde sont souvent impénétrables les unes des autres, c'est-à-dire qu'une vision du monde en exclut forcément une autre. Alors c'est pas forcément vrai. Une vision du monde n'exclut pas forcément une autre vision du monde. Et je sais pas moi, par exemple aujourd'hui, un chrétien peut très bien discuter avec un musulman euh, et puis essayer d'échanger sur leur foi. Et l'idée que je voulais développer ici, c'est que la dialectique permet souvent de faire survivre une pensée. C'est-à-dire que si le marxisme, au lieu d'être un dogme très dur, très lourd comme ça, avait été quelque chose de plus léger et de plus créateur et novateur, il serait sans doute pas tombé en dérision et c'est devenu n'importe quoi avec l'URSS. Euh, Ça aurait pu être quelque chose de plus universel, vous voyez, de plus général, qui est pas obligé de s'enfermer dans sa petite vérité parce que dès qu'elle en sort, eh bien, on se rend compte que tout s'effondre. Et c'est justement ça le problème des grandes théories, des grandes métaphysiques, christianisme, marxisme, etc. C'est qu'elles s'effondrent quasiment toujours de ne pas avoir été dialectique, de ne pas avoir accepté que d'autres puissent avoir raison et de ne pas avoir accepté les antithèses. Or, comme on l'a vu, ce qui nous permet d'avancer dans la vie et ce qui peut permettre une grande machine comme la Bible d'avant, ou la Bible, ou le Capital, ou les grands livres, etc., et les grandes métaphysiques qui proposent, les grands sens de la vie qui proposent, eh bien, ce qui les permet d'avancer, c'est de ne pas rester figé dans la vérité, la petite vérité qu'ils proposent, mais d'élargir leur vue, leur vision, leur compréhension du monde avec d'autres visions du monde. Et justement de s'enrichir. Et la dialectique, ça permet de faire survivre une pensée. Ça peut permettre, en tout cas, c'est si votre pensée est un peu morte ou si votre église ou votre religion, votre culte, votre vision du monde est un peu en train de mourir, ou alors vous devez surtout pas accepter la vision du monde de l'autre pour que la vôtre reste exacte, c'est surtout que vous êtes en train de vous planter. Donc plutôt que de rester accroché à ces petites vérités, il vaut mieux savoir avoir un travail dialectique et de s'ouvrir à d'autres vérités qui peuvent renforcer la puissance de notre vérité. Si vous êtes croyant et chrétien, posez-vous justement la question, ou si vous êtes musulman d'ailleurs, posez-vous la question, qu'est-ce qui pourrait enrichir le christianisme, l'islam ou d'autres religions? Qu'est-ce qui pourrait l'enrichir? Est-ce que c'est de rester sur son point de vue et de surtout pas accepter celui des autres, ou c'est de s'ouvrir à celui des autres? Pensez à ça. Et souvent la dialectique, et surtout la dialectique là, permet de ressusciter une pensée qui est en train de mourir parce que justement elle était enfermée dans sa petite coquille et plus le temps passe, plus forcément, comme vous voyez, comme Zénon d'Élée quoi, Achille et la tortue, Achille essaye d'attraper la tortue et la tortue s'éloigne toujours. Et ben l'homme, j'ai dit, c'est pareil, il cherche la vérité, la vérité s'éloigne toujours. Et bien une pensée dialectique, c'est une pensée qui va chercher la vérité et qui à un moment donné, bah il n'a pas attrapé la vérité absolue, mais la vérité s'éloigne et puis elle s'arrête là. Vous voyez, elle essaie pas d'attraper la vérité. À un moment donné, elle se bloque, et plus elle se bloque, et plus la vérité ou la réalité ou scientifique, etc. avance, et la métaphysique
ça soit voilà, c'est-à-dire en gros les grandes réponses à, en gros la question quel est le sens de la vie par exemple. Une fois que vous avez donné une vérité, vous avez donné votre vérité de qu'est-ce que le sens de la une fois que vous avez donné votre vérité de qu'est-ce que le sens de la vie, eh ben, la vérité continue à avancer, les hommes continuent à faire des progrès, ils continuent à réfléchir. Et si vous vous arrêtez à un moment donné en chemin dans l'histoire, et vous n'avez pas une pensée, un processus dialectique, eh ben, vous êtes en train de mourir, parce que plus le temps passe, plus la réalité s'éloigne de votre vérité. Donc, la dialectique, une bonne méthode pour faire survivre une grande pensée, une belle pensée, et puis une belle métaphysique, c'est-à-dire quel est le sens de notre vie, quel est le sens de la vie, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Quand vous avez une réponse, surtout ne figez pas cette réponse dans le temps parce qu'elle va mourir petit à petit au fur et à mesure que la vérité scientifique ou la vérité des idées ou de la réflexion philosophique avance. Si votre vérité elle reste à un moment donné et puis tout le reste vous finissez par être dépassé et l'histoire finit par se débarrasser de vous. C'est ce qui s'est passé avec les grandes christianisme, marxisme, etc. Ça c'est un peu trop avancé, mais je me changer le monde avec logique. Alors ça c'est un peu trop hegelien, mais en gros, je reviendrai là-dessus quand je vous parlerai de la métaphysique chez Hegel. Changer sa vie avec une méthode. Alors ça c'est peut-être ça va plus vous intéresser, mais regardez votre vie par exemple, où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez bien fait, qu'est-ce que vous avez mal fait, etc. Et c'est pareil, souvent ce qui se passe dans la vie, c'est que les gens, mettons vers l'âge, je sais pas, vers l'âge de, je sais pas, dire 25 ans, on va dire 28 ans, ils fixent leur vie. C'est-à-dire ils disent, ils arrêtent de réfléchir en gros. C'est-à-dire que vers 28 ans, je sais pas, vous vous mariez, vous avez des enfants, etc. Et à ce moment-là, vous fixez votre vie. Vous dites là, tout s'arrête. Et puis la vérité, là, telle qu'elle est, elle est bien. J'y toucherai plus. Et souvent, quand vous, parce que le temps, vous l'arrêtez pas non plus, ça vous arrêtez votre pensée, mais le temps continue à avancer. Et vous pouvez vous dire, mais vous vous retrouvez à 45 ans en disant, je suis passé à côté de la vie, ou peut-être pas à 45 ans, mais disons que vous vous retrouvez à 55 ans à vous dire, je suis passé complètement à côté de la vie. Et pourquoi? Bah parce que vous avez arrêté d'être dialectique. Quand vous étiez enfant, vous étiez complètement dialectique, vous étiez complètement dans un univers changeant et vous changiez avec lui. À l'école, vous étiez dans un univers changeant et vous changiez avec lui. Vous appreniez des tas de choses, que ça vous intéresse ou pas, vous appreniez des tas de choses. Et vous avanciez, votre esprit devenait de plus en plus, comprenait de plus en plus de connaissances, etc. Et au bout d'un moment, bah, ce qui arrive souvent dans la vie, vous arrêtez. Vous arrêtez, vous dites là, c'est bon, j'ai la bonne vérité sur tout. Mais le problème, c'est que dans votre vie, à un moment donné, vous pensez avoir la bonne vérité, mais la réalité du monde, vous n'en avez qu'une petite partie, et les connaissances scientifiques, etc., tout ça continue à avancer, mais continue à avancer sans vous, puisque vous avez arrêté d'apprendre. Donc, changer sa vie, c'est aussi la dialectique peut être aussi une méthode pour changer sa vie, pour avancer dans la vie. Si vous êtes face à des problèmes, je sais pas moi, divorce. Vos parents meurent, des tas de choses comme ça, eh bien, quand on est face à des problèmes et qu'on a à un moment donné dans sa vie fixé sa vérité, à l'âge mettons de 25 ans, on a fixé la vérité absolument, eh ben, quand vous êtes face à un problème qui vous est jamais arrivé avant, vous savez plus comment réfléchir. Et vous êtes dans un état d'angoisse. C'est-à-dire que vous savez pas comment réagir, vous savez pas quoi penser, vous avez même pas la méthode pour arriver à réaliser, à vous comprendre ce qui vous arrive, vous avez pas la méthode pour avancer, justement, ça que pire, c'est-à-dire vous tombez en dépression, vous êtes déprimé parce que, bah, toutes les vérités qui étaient vraies à 25 ans le sont plus à 45 ans. Ça me paraît absolument évident, mais la plupart des gens n'ont pas continué à réfléchir et n'ont pas continué à justement à aller de l'avant quelque part intellectuellement et n'ont pas fait la dialectique de se dire bon j'ai raison à 25 ans mais j'aimerais bien aussi avoir raison à 45 ans. Comment est-ce que je fais sachant que j'arrête pas le temps pour toujours être dans le coup, c'est-à-dire être un jeune homme de 25 ans et avoir une pensée d'un jeune homme de 25 ans, c'est bien, mais à un moment donné on va en avoir 45, il faut bien prévoir le coup et il faut bien réfléchir. Et la dialectique, c'est-à-dire remettre en cause toutes ces vérités, toutes ces thèses, etc., c'est une méthode comme une autre, hein, mais pour justement ne pas être figé dans le temps et continuer à avancer, continuer à réfléchir, etc. Parce que sinon, vous arrivez à un moment donné dans la vie où bah, vous comprenez plus rien, quoi. Et quand vous comprenez plus rien, vous êtes angoissé. Vous êtes angoissé, vous avez peur du futur, vous avez parce que tout simplement, c'est pas parce que la vie est forcément triste, méchante, etc. C'est tout simplement parce que vous avez arrêté d'être dialectique, vous avez arrêté d'apprendre, etc. Vous êtes plus.
On va pas dire il faut pas être un enfant, mais un enfant dans son esprit, c'est quelqu'un qui apprend sans cesse, vous voyez. Et à un moment donné, les gens arrêtent d'apprendre sans cesse. Et à un moment donné, ils se retrouvent en se disant mais je comprends plus rien. Ben, évidemment, vous avez arrêté de voilà. Donc l'idée de la dialectique, c'est aussi dans le fond de trouver dans sa vie une méthode pour continuer à avancer, à réfléchir, etc. Par exemple, c'est tout bête ce que je vais dire, mais si vous devez demain être une maman, ou un papa d'ailleurs, ça peut être intelligent de demander aux autres comment est-ce qu'ils ont assumé leur rôle de père, comment est-ce que ça marche, qu'est-ce que c'est le mariage, etc. Enfin, vous voyez, vous renseigner avant, continuer à progresser intellectuellement pour pouvoir assumer, comprendre, supporter la vie telle qu'elle va arriver et continuer à être dialectique, lire des livres, vous intéresser, je sais pas moi, à la politique, lire le journal ou des choses, ouais, toujours être dans le coup, toujours réfléchir. Parce qu'à un moment donné, quand on arrête de réfléchir, on se retrouve 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard à pas savoir quoi faire de sa vie, on est malheureux. Ben, je veux dire, fallait justement pas s'arrêter. C'est-à-dire, justement, on a la chance extraordinaire en tant qu'être humain de pouvoir toujours, ça tourne toujours là-haut. Donc, on n'arrête pas d'apprendre. Hein, même, il y a une belle chanson d'ailleurs de Jean Gabin. Oui, Jean Gabin, l'acteur, qui est je sais, il dit toujours à 25 ans je savais tout et puis j'ai continué à apprendre, etc. Bah, c'est exactement ça l'idée de ce que j'essaierai de vous dire, euh, c'est de continuer toujours à essayer d'apprendre. Voilà. Et puis encore maintenant, pas forcément pour changer sa vie, mais tout simplement là ce que vous pouvez faire même ce soir là ou après avoir regardé cette vidéo, c'est simplement l'idée de s'élever spirituellement, c'est-à-dire que bon, je vais pas trop vous gâcher les gueules tout de suite, mais en gros, votre esprit comprend un certain nombre de connaissances, et pourquoi vous essayerez pas d'augmenter la taille de ces connaissances, tout simplement pour essayer d'atteindre un peu plus. On n'est pas obligé d'aller dans sa tour d'ivoire et de pas pouvoir communiquer avec tout le monde comme il y a un peu ça chez Nietzsche d'ailleurs. Mais s'élever spirituellement, l'idée tout simplement de continuer à avancer, de continuer, voilà, même avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et c'est tout l'intérêt de la dialectique, parce que il y a plein de gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, mais ils n'ont pas forcément tort. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit quelque chose, vous dites il a tort. Mais est-ce que vous savez vraiment dans ce qu'il vous dit quelle est la part de vérité, quelle est la part de fausseté? Non, vous dites simplement vous voyez que ce qui est faux et vous dites ça c'est faux, donc tout le reste doit être faux. Mais dans chaque thèse et chaque antithèse, il y a toujours un peu de vérité et un peu de fausseté. Si vous voyez que la fausseté, ou si vous voyez que les données qui sont erronées justement dans la pensée de quelqu'un d'autre, vous pouvez pas aussi voir ce qui est juste dans sa pensée. Donc il faut toujours être dialectique en se disant, même si c'est un connard, je l'aime pas, il dit n'importe quoi, je comprends rien à ce qu'il dit, mais il doit y avoir un peu de justesse dedans et essayer de la trouver. Alors évidemment, c'est pas obligatoire puisqu'il y a aussi des connards, etc. qui disent n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Alors voilà ce qu'on cherche avec la dialectique, hein, c'est vraiment il y a un exercice très profond spirituel à faire sur soi, dans le monde, par rapport à ses connaissances, etc. Alors aussi, alors tout ce que je dis, je vais un peu le contrebalancer. Donc comme je disais, tout ce que je dis, je vais un peu le contrebalancer parce que il y a la dialectique et l'illusion de la dialectique. C'est-à-dire qu'il y a un peu comme dans les dialogues de Platon. C'est-à-dire que dans les dialogues de Platon, Platon fait dialoguer Socrate avec un certain nombre d'interlocuteurs, mais il y a c'est beaucoup l'illusion de la dialectique, parce qu'en réalité, euh, vous avez un protagoniste qui discute avec Socrate, il dit deux trois bêtises et Socrate pendant 40 pages lui répond. Donc vous voyez, il y a une illusion, c'est-à-dire que vous avez une page la thèse prend une page et l'antithèse, en gros, où la vérité pour Platon, elle prend tout le reste du bouquin. Donc c'est l'illusion. Alors c'est intéressant Platon, bien sûr, mais il y a un peu d'illusion, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait dialectique. Et à chaque fois que Platon émet un argument, il émet pas. Enfin, vous voyez, il est pas. Il y a toujours une thèse et une antithèse dans les dialogues de Platon, mais il y a une toute petite thèse et il y a une énorme antithèse. Vous voyez, donc c'est un peu contrebalancé comme ça. Donc, si vous voulez, c'est un peu l'illusion. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un dialogue, mais alors c'est un dialogue qui va que dans un sens, vous voyez. Donc, attention, ça peut être une apparence. Et pareil, quand on a l'impression de s'élever spirituellement, ça peut être aussi être qu'une illusion. Donc, ne jamais penser que la dialectique va nous sortir de tous les problèmes de l'humanité, va nous sortir de tous les problèmes. C'est pas vrai. Ça peut être aussi une illusion. C'est-à-dire qu'il faut savoir
quand on parle de phénomène en philosophie, on parle d'objet, mais pas d'objet physique. Là, comme il y a un livre là, je parle pas du livre, je parle de l'objet qui est le livre en tant que l'objet de pensée qui est le livre. Eh ben, euh, quand je parle de l'objet de pensée qui est le livre, je parle de la vérité de l'objet de pensée qui est le livre. Je parle pas de l'illusion que l'objet. Enfin, vous voyez. Donc, il faut savoir. Et ça, c'est aussi chez Platon d'ailleurs. C'est la caverne de Platon. C'est vraiment l'idée de la caverne de Platon. Il faut savoir aussi voir où est l'illusion et voir où est la vérité. C'est-à-dire que si vous faites tourner votre dialectique, votre moulin avec que des illusions et que des bêtises, vous n'arrivez pas à plus. Et même si vous dialoguez avec un autre abruti, vous n'arrivez pas à plus. Par contre, si vous faites tourner votre moulin avec des bonnes idées vraies, alors comment on trouve les idées vraies, ça va être vraiment la grande question qu'on verra un peu plus tard, mais il faut surtout que ça soit un exercice euh, qui soit comment dirais-je, qui soit vrai. C'est-à-dire que euh, si quand vous faites un exercice spirituel tel la dialectique chez vous ce soir et vous tombez forcément d'accord avec vous-même, même en opposant des thèses contraires, vous êtes quand même d'accord avec la thèse, l'antithèse. C'est-à-dire que si vous opposez une thèse et une antithèse avec lesquelles vous êtes tous les deux d'accord et vous trouvez une synthèse avec laquelle vous êtes aussi d'accord, c'est que vous avez, en gros, vous avez fait un raisonnement dialectique avec une thèse et une antithèse qui sont pas vraiment, qui s'opposent pas en fait. Si vous êtes forcément d'accord avec la personne avec qui vous dialoguez sur tout, même s'il n'est pas d'accord avec vous et vous êtes d'accord sur tout, il y a un problème quelque part. C'est un peu ce qu'on a d'ailleurs appelé en politique la pensée unique, c'est-à-dire le fait que les gens qui discutent de politique à la télévision sont toujours d'accord avec eux, ils font semblant de s'opposer. Et justement l'illusion de s'opposer, souvent on a l'impression qu'on fait un travail dialectique et qu'on va s'élever spirituellement, etc. Mais quand on ne mélange que des illusions entre elles, euh, c'est très difficile de dire qu'après on a vraiment fait un travail dialectique. Donc le mieux pour trouver comment savoir si une idée est vraie, le mieux, ça serait de trouver une idée qui vous dérange. Quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Par exemple, des débats classiques comme la peine de mort ou des débats comme, je sais pas, l'avortement ou tous ces trucs-là. Mettons que vous soyez pour l'avortement, et ben essayez d'être contre. Et là, ça devient vraiment difficile parce que si vous êtes vraiment pour, ça va vraiment être très dur pour vous de trouver des arguments contre. Mais ça va vous obliger justement à essayer d'aller au-delà de vous-même. Vous voyez, donc ne pas ruminer que des illusions, il faut vraiment essayer de se dépasser. Et puis encore une fois, je me répète un peu là, mais la meilleure méthode pour arriver à une connaissance supérieure n'est pas toujours et forcément la dialectique. Il y a d'autres méthodes, hein. Il y a l'expérimentation tout simplement, c'est-à-dire l'expérimentation scientifique ou l'expérimentation de vie. C'est-à-dire scientifique, c'est souvent basé sur les mathématiques. Et l'expérience de vie, ça peut être avoir une bonne expérience de la vie vous permet d'avoir un certain nombre de principes à partir desquels vous allez pouvoir fixer votre vérité. Mais ça, d'expérimenter les choses, souvent permet aussi beaucoup plus d'approcher du réel que vraiment que de les vivre de façon absolument spirituelle ou absolument intellectuelle. Donc bref, la dialectique, c'est surtout une méthode spéculative. C'est-à-dire qu'on n'atteint pas la vérité, on cherche la vérité, on spécule, on imagine que si je vais opposer un certain nombre de thèses, je vais arriver. Mais j'en suis pas sûr, et je suis même pas sûr que la synthèse donne plus, soit plus proche de la vérité et de la réalité que la thèse ou l'antithèse. Alors, un petit truc que vous pouvez faire au quotidien, c'est vous dire tout simplement, si je pense quelque chose, le contraire peut être aussi vrai, ou il y a peut-être des arguments justes par rapport à ce que je pense, par rapport au contraire de ce que je pense. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire au quotidien, hein, ça marche bien. Alors ouais, dialectique montante et descendante, c'est-à-dire qu'on va dans les deux sens. Hein. On part des différentes thèses pour arriver à la synthèse. Et l'inverse est bien aussi, on peut faire l'inverse, c'est qu'on part de la synthèse pour voir les différentes thèses qui la composent. Par exemple, le libéralisme,
c'est une synthèse. On est arrivé à l'idée du libéralisme. Je vous expliquerai quand je parlerai d'Emmanuel Kant, je vous expliquerai comment on en est arrivé à penser le libéralisme. Mais ça descend pas de nulle part. Et il y a un certain nombre de thèses qui composent le libéralisme. On peut les penser qu'elles sont erronées. On peut penser que c'est faux. On peut penser que le libéralisme c'est de la merde. Mais on peut d'autant mieux penser ce qu'est le libéralisme quand on connaît les différentes thèses qui le composent. Et quand on connaît les différentes thèses qui composent le libéralisme, on va souvent se rendre compte qu'il y en a un certain nombre qui sont quand même assez justes, heureusement ou malheureusement, c'est-à-dire que c'est pas fondé sur n'importe quoi, c'est fondé sur un certain nombre de réalités. On peut se plaindre du libéralisme, mais il faut savoir pourquoi. Et on peut faire, moi, j'appelle ça la dialectique descendante, mais je suis sûr que c'est un autre nom, c'est-à-dire qu'on part de la synthèse pour arriver vers les différentes thèses qui la composent, et quand on fait ça, on fait soit de l'archéologie des idées, ou la philologie, je crois d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on essaye de savoir qu'est-ce qui nous a amené à penser le monde tel qu'on le pense aujourd'hui, par exemple, ou ça peut être aussi tout simplement faire de l'épistémologie, c'est-à-dire dans une idée ou dans une vérité ou dans une connaissance, elle est composée d'un certain nombre d'autres vérités et d'autres connaissances, et si on taille dans le vif, euh, par exemple l'amour c'est composé de plein de choses, c'est composé du sexe, c'est composé de la relation entre deux êtres humains, c'est composé d'un tas de choses, et on va voir les différentes choses qui composent l'amour pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette synthèse, ou ce mot qui définit la synthèse qui est l'amour. C'est quelque chose de très général, de très vague, et on essaye de voir qu'est-ce qui peut composer tout ce mot très général et très vague. Alors pour finir sur ce que je viens de dire là sur la dialectique, je vais vous lire quelques maximes d'Épicure. Maxime d'Épicure 24, 25, 26 et 27. Alors, je commence par la 24. 24. Il faut avoir un principe d'évidence auquel on rapporte ses jugements, sans quoi il s'y mêlera toujours de la confusion. 25. Si vous rejetez tous les sens, vous n'aurez aucun moyen de discerner la vérité d'avec le mensonge. 26. Si vous en rejetez quelqu'un, pardon, 26. Si vous en rejetez quelqu'un, et que vous ne distinguez pas entre ce que vous croyez avec quelque doute et ce qui est effectivement selon les sens, les mouvements de l'âme et les idées, vous n'aurez aucun caractère de vérité et ne pourrez vous fier aux autres sens. 27. Si vous admettez comme certain ce qui est douteux et que vous ne rejetiez pas ce qui est faux, vous serez dans une perpétuelle incertitude. Alors ce que je comprends dans ces maximes d'Épicure, c'est qu'en gros, euh, si vous, alors il parle des sens très précisément, mais en gros ça veut dire que si vous rejetez le sensible, si vous rejetez tous les sens, vous n'aurez aucun moyen de discerner la vérité d'avec le mensonge. C'est-à-dire c'est vraiment alors là une attaque directe contre le Phédon de Platon, je crois. C'est-à-dire que si vous rejetez le corps, si vous rejetez les plaisirs du corps, si vous rejetez l'antithèse de l'autre, si vous rejetez, etc., vous n'aurez aucun moyen de discerner qu'est-ce qui vous dérange et qu'est-ce qui vous plaît. C'est-à-dire, je vais reprendre ça avec la dialectique, si quelqu'un m'oppose une antithèse à ma thèse, et que je dis que c'est de la merde, eh bien je me suis planté. Parce que dans cette antithèse, il y a des choses qui sont fausses, il y a des choses qui sont vraies. Et si je ne mets pas, si je ne me laisse pas prendre dans cette antithèse, et si je vais pas à l'écoute et à la recherche de cette antithèse, eh bien à un moment donné, je vais forcément ne pas voir ce qui est dans cette antithèse était vrai et ce qui était faux, ou ce qui était juste ou ce qui était maladroit, etc. Donc, et bon là il parle des plaisirs du corps évidemment, mais il faut justement aller vers l'autre et aller vers son corps. Et voilà, c'est ça le sens de chez Épicure, parce que si vous refusez les plaisirs du corps, vous ne saurez pas ceux qui sont néfastes de ceux qui sont bons. Si vous refusez les thèses des autres, vous ne saurez pas ce qui dans leur thèse est juste et ce qui est faux. Et donc, pareil dans votre vie, si vous arrêtez de réfléchir à un moment donné, ou si vous dites c'est bon, j'ai la bonne vérité universelle et maintenant j'ai plus besoin de réfléchir, vous ne saurez pas, vous ne pourrez pas comprendre, vous ne pourrez pas apercevoir ce qui est à l'extérieur de votre réalité est vrai, tout aussi vrai, et qui pourrait d'ailleurs vous plaire, et qui est faux, et qui pourrait vous déplaire. Parce que souvent on voit ce qui chez les autres nous déplaît, on voit jamais ce qui nous plaît. Et dans le corps des autres, et là chez Épicure il parle du bonheur sensible, du bonheur du corps, il faut justement expérimenter le plaisir, etc. Parce que dans le plaisir, il y a des choses qui vous dérangent, il y a des choses qui vous plaisent. Et bien, il va falloir savoir séparer ce qui vous plaît de ce qui vous déplaît.
un petit peu de dialectique nous permet toujours de faire ça. Alors, bon, la dialectique, c'est l'art du dialogue et de la relation, etc. Bon. Une petite conclusion, mais elle est pas terrible, hein. En gros, quand on se pose la question de la dialectique, on se pose la question de la méthode, c'est-à-dire comment on fait, la forme et le fond, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec la dialectique, et quelle est la finalité de tout ça. Et pour continuer la suite de ces vidéos, maintenant je vais continuer sur la rhétorique, parce que j'ai préparé aussi des choses par rapport à la rhétorique, pour justement aller dans le fond du fond de la dialectique, qui est vraiment comment on fait pour convaincre l'autre, et c'est-à-dire qu'on n'est même plus dans la pureté de la dialectique comme pouvait l'imaginer Aristote, mais là on va rentrer dans le fond, le détail, le comment on peut convaincre l'autre et comment on peut développer un argument, etc. Savoir que la rhétorique, hein, c'est vraiment un travail sur la musicalité de la voix, les ondes, comment on émet ces ondes sonores qui sortent de notre bouche, etc. La musicalité des mots, la puissance des mots, etc. Pensez au prêche d'un prêtre ou le prêche, je sais pas si on dit un prêche d'ailleurs, le prêche d'un imam. Il y a des mots, la prière musulmane est très belle pour ça d'ailleurs. C'est comment dirais-je, il y a vraiment un travail de réflexion très profond sur la musicalité des mots et la voix, etc. Euh, bon, selon Aristote, il y a toujours l'idée que dans la rhéto, dès qu'on est dans le dialogue, plus on est honnête, plus les gens vont le sentir et plus ils vont vous écouter. Voilà, c'est Aristote ça, hein. Alors sachez que la rhétorique, dialectique et rhétorique, ça va souvent ensemble. Souvent, on a du mal à faire la différence entre les deux. Sachez que pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est parce il y a vraiment pas des enjeux derrière, mais ça fonctionne vraiment. Il y a vraiment une réalité derrière la rhétorique. Pensez à tous ces gens qui ont su guider, le mot étant peut-être mal choisi, mais c'est pas grave, et qui ont su, avec leurs mots, guider l'humanité vers une perfection, vers du mieux, vers tout un tas de choses, qui par leurs arguments ont changé l'histoire de l'humanité. Et il y en a plein, des gens comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert leur cœur, ils ont parlé, et puis ils ont trouvé les mots. Alors je vais vous en citer quelques-uns parce que malheureusement, en bien ou en mal d'ailleurs, on peut convaincre les gens, vous allez voir. Alors Démosthène, Jésus, Cicéron, Jules César, Napoléon, Lénine, Jean Jaurès, Hitler, De Gaulle, Malcolm X et Martin Luther King, tous ces gens-là étaient capables. I Have a Dream de Martin Luther King, c'est absolument un texte absolument génial. Si un jour vous devez étudier la rhétorique, commencez par Martin Luther King. Justement le texte I Have a Dream, parce que au-delà il y a vraiment un travail, et c'est quelque chose qui est un texte qui parle, qui est très puissant et très fort. Et malheureusement ça peut être aussi Hitler par exemple, qui savait embobiner les foules. Voilà, donc il y a vraiment l'idée, c'est pour ça qu'on fait de la dialectique, il y a la méthode, et maintenant on va passer à la rhétorique, c'est-à-dire comment on fait très concrètement pour convaincre les gens. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous quitter et je vous retrouve très bientôt pour vous parler de rhétorique. Merci.